Et à mon arrivée, j'ai vu un monsieur avec un bébé qui lui tenait par les pieds. Et une femme qui criait, qui me disait « Il a mon enfant, il est parti avec mon enfant ». Et quand j'ai couru pour rattraper l'enfant, le monsieur a jeté l'enfant sur le mur et la tête a explosé. Devant moi et devant la maman de l'enfant. Bonjour, je m'appelle Abou Sarr, je suis un ancien rescapé militaire, un ancien de la Marine nationale. Je suis né en 1968 à Nouakchott. En 1989, j'avais 21 ans et je venais d'intégrer la Marine. Je venais de boucler une formation de commune de base militaire à la base de Jrida. Et à l'issue de cette formation, je suis parti faire une formation commando de marine. Donc c'est en 1989, en avril 1989, que j'ai fini cette formation de commando de marine. Alors les événements du 89 m'ont trouvé à Nouadhibou. À Nouadhibou parce que j'étais venu pour faire la formation la police côtière, appelée communément la garde-côte. Et j'étais avec des douaniers, avec des gendarmes qui résidaient à Nouadhibou. Moi, je venais de Nouamrar, une localité dans laquelle je faisais ma formation de commando de marine. Et après cette formation, il fallait la boucler avec la formation qui devait se passer à Nouadhibou, qui est celle de la formation garde-côte. Donc, c'est pendant, comment dirais-je, c'est pendant cette formation qu'a eu lieu ces événements 1989. Et c'est lors de la journée du 24, pendant que nous étions en classe, nous avons constaté l'absence de tous ceux qui résidaient à Nouadhibou, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas présents. Bon, on s'est posé des questions pour savoir pourquoi ils ne sont pas là, mais à un certain moment donné, on a été surpris par l'arrivée des instructeurs, parce que c'était des Américains. Et quand ils sont arrivés, ils sont rentrés en classe, ils ont déballé, enfin, ils ont tout enlevé, tout le matériel, ils l'ont débranché. Et en nous disant, nous qui résidons dans la base marine de Nouadhibou, que les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Parce que quelque chose se passe en ville, donc les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Bon, nous sommes restés dans cette situation-là, au niveau de la base marine, ne comprenant pas ce qui se passait, parce qu'en fait, on n'était pas autorisés à sortir. Mais ce n'est que vers 15 heures que nous sommes appelés à faire un rassemblement. Nous nous sommes rassemblés au lieu de rassemblement de la base de Nouadhibou et nous avons été informés qu'il y a des bagarres dans la ville. C'est-à-dire que voilà, il y a des bagarres, les gens se bagarrent comme ça. On nous a dit ça comme ça, sans comprendre ce qu'il s'agit. C'est vers les environs de 15 heures quand nous avons été autorisés à aller en ville pour maintenir l'ordre public que nous avons découvert une situation grave que aujourd'hui j'ai pas les mots pour décrire ce que j'avais vu. Donc, quand nous sommes sortis de la base pour aller maintenir l'ordre, quand je suis sorti de la base en allant, on nous a déployés vers la cité Sinim de Nouadhibou, j'ai découvert des corps humains sans vie sur la route qui menait vers la cité de Nouadhibou. J'ai vu des femmes éventrées. J'ai vu des personnes démembrées. Et c'est là où j'ai vraiment compris que quelque chose de grave se passe, là, dans cette ville. Ces événements ont impacté ma vie directement parce que il faut quand même comprendre que, étant jeune de 21 ans dans l'armée, voir toute une communauté vivre ces genres d'exactions, c'est quelque chose qui vous marque à vie. Et au début, j'avais pas compris parce qu'en fait, on me disait que voilà, c'est un conflit entre
entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais au fil de la journée, j'ai compris que c'est pas ça. C'est pas vraiment ça ce qui se passe. Parce que dans mes interventions, j'ai été amené à intervenir chez des Mauritaniens. Parce que la première femme que j'ai vue éventrer, je l'ai vue, c'est une famille mauritanienne. Et c'est une famille d'un officier de l'armée. Donc quand je suis rentré dans leur maison, sa femme était enceinte. Et quand je suis rentré, la femme était éventrée. Le contenu du ventre était de côté. Et lui, en tant qu'officier, il n'était pas de chez lui. Parce qu'à l'époque, il était en mer. Parce que c'est un officier de la marine. Donc ce sont des événements qui vous marqueront à vie. C'est des choses que vous ne pouvez pas, parce qu'en fait, si c'est dans des pays européens où les gens sont amenés à consulter des psys, mais nous sommes c'est en Mauritanie, hein, c'est des choses qui vous marquent et qui continuent à vous marquer. Avec le recul, le plus dur pour moi, c'est de continuer à porter cet uniforme. Et le plus dur pour moi aujourd'hui, et que j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est de voir toute une famille exécutée. Et la chose qui m'a marqué de plus pendant l'événement, c'est quand je suis parti intervenir à la Tcharka, chez une famille, et à mon arrivée, j'ai vu un monsieur avec un bébé qui lui tenait par les pieds. Et une femme qui criait, qui me disait « Il a mon enfant, il est parti avec mon enfant ». Et quand j'ai couru pour rattraper l'enfant, le monsieur a jeté l'enfant sur le mur et la tête a explosé. Devant moi et devant la maman de l'enfant. Ça, ce sont des événements que je ne peux pas... je vis avec et qui me traumatisent aujourd'hui, qui font que, rien qu'en y pensant, je suis hors de moi. Au mois d'avril 1989, j'étais à Nouadhibou et durant tout le mois de Ramadan, je maintenais l'ordre dans la ville de Nouadhibou. Beaucoup de Mauritaniens ont été déportés. Beaucoup de Mauritaniens ont été déportés à Nouadhibou. Et je me rappelle un jour, pendant que j'étais dans la rue, un vieux monsieur est venu me voir avec des papiers de sa maison. C'était deux étages, je pense. Et quand il est arrivé, il est venu en courant, il m'a trouvé dans la rue, il me dit, tiens, salam alaikum, j'ai dit alaikum salam, il me dit, ben, tiens, vu que vous êtes militaire, je vous donne les papiers de ma maison parce que je sais que je suis mauritanien, mais je vais être déporté. Et vu que vous êtes militaire, je vous donne ma maison. Et je lui ai répondu non, gardez les papiers de votre maison avec vous. Vous allez être déporté, mais même moi aussi, je pense que je vais être déporté parce que le fait que vous soyez déporté veut dire que moi aussi, je serai déporté. Donc, c'était des situations que j'ai vécues à Nouadhibou. Et après ça, toujours en 1989 ou même en 1990, j'ai été affecté, comment dirais-je, à Ndiago, à la frontière sénégalo-mauritanienne, dans une ville habitée par des Wolofs. J'ai vu des Wolofs qui ont été déplacés par le préfet à l'époque, qui était Sissada, qui ont été déplacés de force. Et j'ai vu aussi des autorités s'accaparer de leur terre pour en faire des jardins, pour en faire des cultures, de force. Donc ça, c'est des situations que j'ai vues. Ma mission au niveau de Nouadhibou, quand je suis sorti pour aller rétablir l'ordre public, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tuerie. Et les raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je remercie un officier Mour, dont je vais taire le nom, qui est venu me voir pendant la nuit et qui me dit « Abou, tu sais, je vais te prendre pour prendre la responsabilité et la sécurité de tout le quartier de la cité Sinim pendant tout le mois et tu n'auras pas de relève. » Et je lui ai posé la question, mais pourquoi je n'aurai pas de relève? Il me dit, tu n'auras pas de relève parce qu'en fait, il n'y a que des Mauritaniens. Et je ne veux pas qu'on tue des Mauritaniens.
Et je ne veux pas qu'on tue des Mauritaniens aussi bien que les Sénégalais. Donc, tu vas rester dans ce quartier pendant un mois. Et je suis resté dans ce quartier pendant un mois H24 pour le sécuriser. Donc, c'est-à-dire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas, parce qu'en fait, en ce moment, c'était débordé. C'était des groupes qui se formaient et qui rentraient dans un quartier et faisaient ce qu'ils veulent et partaient. Donc, il fallait faire tout pour éviter cela. Il fallait sécuriser les quartiers et notre mission, c'était de sécuriser. Et comment dirais-je, à l'époque, le même officier dont je parle a en profité de la situation parce qu'en fait, il avait la chance parce que nous, commandos qui venaient de Nouamkhar, on était armés. On était armés, donc il a profité de cette situation pour nous déployer, nous, pour pouvoir empêcher les tueries dans la ville de Nouadhibou. Et quand je suis affecté du sud, enfin dans le sud de la Mauritanie, c'était pour accompagner, parce que j'étais formateur aussi en même temps, donc c'était pour accompagner la formation, la compagnie commando de marine pour, comment dirais-je, la mise à l'eau des zodiacs qu'ils vont utiliser. Donc il fallait les former à utiliser ces genres de zodiacs pour la surveillance maritime. Donc je suis parti dans le sud de la Mauritanie pour accompagner ces unités, pour pouvoir les former sur l'utilisation des zodiacs et l'utilisation des vedettes de la marine. Donc c'est pourquoi j'ai pendant cette période-là vu certaines situations. Et d'ailleurs, et comme je dis encore, et je le redis tout le temps, malheureusement cet officier aujourd'hui ne veut pas que je dise son nom, mais d'ailleurs c'est lui-même qui est venu me demander en même temps de repartir sur Nouadhibou parce qu'il y a quelque chose qui se tramait. Et je lui ai demandé pourquoi. Il me dit que parce qu'il a entendu le préfet dire que je suis là pour aider, je ne suis pas là pour la sécuriser, pour former, mais je suis là pour dénoncer à la population la complicité des militaires mauritaniens. Donc il vaut mieux que je quitte la zone avant qu'il se passe quelque chose de grave. Et c'est grâce à lui que j'ai quitté le sud de la Mauritanie, plus particulièrement la zone Ndiago, où j'étais affecté à l'époque pour accompagner les fusiliers marins. La loi d'amnistie 93-23 du 14 juin 1993, pour moi, c'est une loi qui a été votée par l'Assemblée avec le gouvernement qui est complice de ces exactions pour pouvoir protéger les acteurs de cette barbarie. Parce que le fait de la mettre en place, c'est voter l'irrecevabilité des plaintes à l'époque. Et jusqu'à présent aussi. Donc, c'est vouloir, c'est-à-dire ce sont les acteurs de ces exactions qui ont voté cette loi pour s'excuser eux-mêmes et pour faire blocage aux victimes pour ne pas porter plainte à l'intérieur du pays. Donc, qu'on sache quand même qu'il faut que la population, que les Mauritaniens sachent que ce n'est pas l'armée qui doit pardonner, ou l'État qui doit voter une loi pour se faire pardonner, pour bloquer les victimes, pour avoir la possibilité de porter plainte à l'intérieur de la Mauritanie. Donc pour moi, cette loi, c'est juste en fait pour bloquer les victimes, pour pouvoir porter plainte au niveau intérieur. Cette loi d'amnistie est un deuxième crime vis-à-vis des victimes de ces événements. Parce que quand vous vivez cette situation et qu'on vote une loi vous interdisant ou vous obligeant, ou une loi qui va parler à votre nom alors que vous n'avez jamais été consulté, à pardonner de force, à vous empêcher de pouvoir porter plainte, à vous empêcher d'avoir la vérité de ce qui s'est passé, oui, effectivement, c'est un crime de plus vis-à-vis des victimes. La Mauritanie, c'est un pays
que j'aime, quel que soit mon accueil dans le pays où je vis aujourd'hui, il restera mon pays natal et il reste un pays que j'aime fort dans mon fort intérieur. Comme on dit chez nous, Hubbul Watan min al-Iman. J'aime bien la Mauritanie et j'ai toute ma famille en Mauritanie. Et j'y vais aussi, malgré la situation, et j'y vais aussi, parce que c'est mon pays. C'est mon pays, c'est ma Mauritanie. Mais il faut, la seule chose quand même qu'il faut que je souligne ici, c'est de dire, ce n'est pas la Mauritanie que le système Beydan veut, que j'aime, mais c'est la Mauritanie avec toutes ses composantes que j'aime. Mais la Mauritanie telle qu'imposée aujourd'hui par un système, je dis bien par un système, c'est cette Mauritanie-là que j'aime pas. Voilà. Ce que j'attends du pouvoir de Ghazouani et de son gouvernement, d'abord et avant tout, c'est d'abroger la loi d'amnistie 2393. C'est de mener des enquêtes approfondies sur les violations des crimes durant le passif humanitaire, durant les événements, et en particulier lorsqu'il s'agit des disparitions forcées. Ce que j'attends et ce que les victimes attendent et ce que le comité INAL que je préside attend, ce que le CCR attend, c'est de poursuivre quiconque présumé responsable de ces violations et de procéder au jugement et de prononcer une peine appropriée. Ce que j'attends et ce que nous attendons du pouvoir de Ghazouani, c'est d'organiser le retour des déportés qui se trouvent. Ce que nous attendons d'eux, c'est le devoir de réparation en pleine et entière de toutes les victimes et de leurs ayants droit. Et en même temps, nous aussi, nous exerçons l'ensemble des organisations, l'ensemble des personnes épris de droits humains, de soutenir nos organisations ici qui mènent ce combat. Donc la date du 28 novembre 1990 a donné un coup d'arrêt, d'espoir, de construction d'un État unitaire, tel que voulu lors de son indépendance, entre guillemets, parce que je ne sais pas réellement si c'est ce qu'on voulait en réalité. C'est pourquoi j'ai dit en pulaar en jetti jomiraɗo joom tagore en juule jeyɗo sababu tagore hande mi haala hayso ina bona ɓerdam mi deƴƴata hayso gonɗine ɓurta dardam 27 novembre holko mawninma kala hitande sa wonino ñalawma jeytari leydam hande ka ñalawma ustare leñolam ko e laamu ndolagu ko e laamu leñamagu sagataɓe nafoɓe rimɓe leñolam jagga e kala jokliɓe cogga e dumbirɗe luggenuɓe ɓe bedda ɗo Allah hulaka saka woda ko hedda ɓe piyaɓe duppa hen ene nguuri gubba ala ɗo wullitaka ala ɗo haalaka ene anda majjaka kono wallahi hanane jangtaka. Donc c'est dire que il n'y a plus d'illusion après ces massacres de continuer à entretenir l'espoir d'une société mauritanienne où les Noirs auraient leur statut. C'est pas possible. Donc pour moi, cette date, le 28 novembre, c'est un jour de deuil. C'est un jour de deuil. C'est un jour de mémoire, à la mémoire des martyrs. Bien sûr, parce que, en tout cas, je parle en tant que militaire. Aujourd'hui, le 28 novembre, pour moi, ne peut plus être fêté par ma communauté ou je ne peux plus fêter cette date pour la commémoration, l'accession de l'indépendance de la Mauritanie. À partir du moment où cette date a été utilisée pour la même raison, mais en pendant 28 soldats négro-mauritaniens pour la fêter
Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit aujourd'hui, le 28 novembre, pour moi, est un jour de deuil et de recueillement. Oui, le comité INAL est une organisation qui regroupe l'ensemble des victimes et qui a pour mission, qui a pour objectif de poursuivre tous les responsables de près ou de loin, à les poursuivre devant la justice. C'est notre mission, c'est nos objectifs, c'est de soutenir l'ensemble des organisations de ces victimes, que ce soit en Mauritanie, ici en France, aux États-Unis. Nous poursuivrons tous les responsables de ces exactions. Et aujourd'hui, le comité INAL est membre du CCR. CCR, c'est un cadre qui regroupe l'ensemble des organisations qui sont au niveau de la Mauritanie, ici en France et aux États-Unis, qui se sont regroupées dans un cadre pour mener les actions ensemble. Donc aujourd'hui, nous avons toute cette plateforme d'associations qui aujourd'hui mène ce combat. Moi, c'est inviter tous les Mauritaniens à prendre conscience, à se poser des questions, à se poser la question pourquoi ne pas vivre ensemble. Et à comprendre que nous sommes Mauritaniens et que nous sommes condamnés à vivre ensemble dans cette Mauritanie. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, nous Mauritaniens, c'est de combattre un système. Parce que moi, je dis bien, tous les morts ne sont pas mauvais. Mais c'est un système Beydan qui a été mis en place par un groupe de personnes qui nous pollue la situation politique de l'État. Donc, il est important que tous les Mauritaniens, avec l'ensemble des composantes, prennent conscience de cette situation et qu'ils comprennent que nous serons obligés à vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il est temps de combattre ce système.